Bonsoir à tous. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. Madame la ministre conseillère, chère Raja Rabia, monsieur le consul général, monsieur le directeur de l'IFAO, cher Laurent Bavet, mesdames et messieurs les directeurs de mission, mesdames et messieurs, chers amis. En tant que directeur de l'Institut français d'Égypte et conseiller de coopération et d'action culturelle, je suis particulièrement heureux de vous accueillir et d'inaugurer cette journée de l'archéologie française en Égypte. Comme vous le savez, la recherche archéologique française en Égypte est très vivante, structurée autour de l'Institut français d'archéologie orientale et des centres permanents à Karnak et à Alexandrie, est très active puisque aujourd'hui plus de 30 missions sont à l'œuvre sur le territoire égyptien, ce qui place la France au deuxième rang des partenaires archéologiques de l'Égypte. L'ambition de cette journée, qui est une nouveauté, est de mettre en valeur cette richesse et cette diversité des recherches archéologiques françaises en Égypte, qui sont menées sur tout le territoire égyptien en étroite collaboration avec les équipes du ministère des Antiquités, à qui je veux également rendre hommage. Cette journée, qui intervient en fin de saison, alors que la plupart des chantiers ont achevé leurs travaux, clôt une année particulièrement riche en célébrations. En effet, en 2016, l'équipe de Dominique Valbel a fêté 30 années de recherche archéologique dans le Sinaï Nord. La mission dirigée par Christian Leblanc a célébré en octobre dernier à Luxor les 25 ans de coopération franco-égyptienne sur le site du Ramesséum et j'étais présent à vos côtés à cette occasion. Au mois de janvier 2017, Christophe Thiers a donné ici même une conférence pour lancer l'année du cinquantenaire du centre franco-égyptien des temples de Karnak. Cette date importante des 50 ans du CFETK est marquée d'ailleurs par la publication d'un très bel ouvrage et par une exposition de photographies installée dans les dédales du temple de Karnak. C'est une magnifique exposition que je vous invite à visiter à Luxor et que je vous recommande vivement de visiter, même si c'est vrai que désormais les températures sont caniculaires. Plus proche de nous, j'attire également votre attention sur les panneaux qui sont présents à l'accueil de cet institut sur le centre d'études alexandrines et les films qui sont projetés dans le hall. Mesdames, Messieurs, au-delà de ces célébrations qui témoignent de l'ancrage profond de la recherche archéologique française en Égypte, l'objectif de cette journée est de présenter au grand public et aux spécialistes les principaux résultats des fouilles et des recherches effectuées au cours de l'année écoulée et de tracer quelques projets pour l'avenir. Avec Laurent Bavet, nous souhaitons que cette journée de l'archéologie française en Égypte devienne un rendez-vous annuel afin de mettre à la disposition du plus grand nombre les informations sur les fantastiques découvertes réalisées par les archéologues. Alors, dans un premier temps, dans quelques instants, une table ronde réunira les responsables de missions qui vous présenteront leurs activités récentes. Christophe Thiers, qui nous parlera du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, Marie-Dominique Nénat, qui nous parlera du Centre d'études alexandrines, Christian Leblanc, de la mission archéologique française de Thèbes-Ouest, Pascal Ballet, de la mission de Bhouto, et Claire Somaglino, de la mission de Ain Sokhna. Dans un second temps, Laurent Bavet prononcera la conférence du directeur de l'IFAO qui reviendra sur les avancées marquantes réalisées sur tous les chantiers qui sont supervisés par l'IFAO. Je veux véritablement et très chaleureusement remercier chacun d'entre vous de me faire l'amitié d'être présent ici même aujourd'hui pour cet exercice inédit. Mesdames, Messieurs, au terme de cette table ronde et de cette conférence, nous aurons ainsi un panorama très complet des fouilles en cours de la côte nord à la Haute-Égypte, en passant par le delta et le désert oriental. Plus encore, nous aurons un bel éclairage sur ces professionnels qui font l'honneur de la recherche française et dont j'ai pu constater par moi-même la passion et l'engagement sur le terrain, à Karnak et sur la rive ouest de Luxor, à Tabet el-Gesh, à Saqqara et ailleurs encore. Mais, mesdames et messieurs, je vous félicite pour vos travaux et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée de l'archéologie française en Égypte. Merci pour votre attention. Et voilà donc, pour ne pas passer trop de temps à présenter les invités, puisque vous les connaissez déjà, et parce qu'ils ont seulement 10 minutes chacun pour présenter des années de travail, je dirais simplement que donc, le premier intervenant, Christophe Thiers, est égyptologue, directeur de recherche au CNRS, membre associé de l'équipe Égypte nilotique et méditerranéenne
de l'université Paul Valéry de Montpellier 3 et il intervient évidemment ce soir en tant que directeur du CFETK, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Bonsoir. Donc l'exercice est un petit peu inédit puisque donc on a uniquement 10 minutes. Je vais essayer d'être assez bref pour évoquer les travaux donc, de l'année passée, l'année dernière, 2016 et puis 2017 qui ont été effectués dans la continuation donc, des travaux du Centre franco-égyptien. Comme vous le savez, les grandes activités du Centre franco-égyptien donc, depuis 1967 se concentrent sur 3 types d'interventions. Les programmes archéologiques, les programmes de restauration et de conservation du site de Karnak et les programmes d'anastylose, qui sont donc la reconstruction de monuments lorsque les blocs après étude sont suffisamment nombreux pour permettre donc, cette reconstruction. Donc, dans le cadre de ces travaux, je vais vous présenter uniquement trois éléments de ce programme. Le premier qui concerne les fouilles archéologiques donc, qui se situent depuis quelques années dans le secteur du temple de Ptah. Les programmes de restauration qui, depuis 4 ans maintenant, se concentrent dans le secteur de l'Arménou. Et puis un programme que nous avons commencé en septembre dernier d'anastylose, de reconstruction de monuments qui concerne actuellement le mur ouest de la cour de la Cachette, donc la cour du 7e pylône. Alors pour ce qui est du temple de Ptah, les programmes donc, de fouilles ont commencé il y a déjà quelques années, à partir notamment de 2009-2010. Les travaux, dernièrement, se sont concentrés sur 2 secteurs d'études. Le premier, qui a concerné le temple lui-même, et en particulier ce qu'il y avait sous le temple de Thoutmôsis III, donc le temple du Nouvel Empire que vous avez sous les yeux ici. Et puis donc une extension de fouilles qui s'est achevée il y a une dizaine de jours, donc sur la partie est du temple, qui concerne un habitat d'époque romaine et byzantine, avec également un sondage profond qui a été effectué au sud du temple pour avoir les niveaux les plus anciens d'occupation du secteur. Actuellement, donc, on a une occupation qui va du Moyen Empire jusqu'au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on a à peu près 2500 ans d'histoire qui sont concentrés sur les niveaux archéologiques accessibles dans le temple de Ptah. Le premier point, en fait, concerne le temple lui-même. Donc vous avez donc le temple, évidemment, en pierre de Thoutmôsis III, que vous avez ici, et puis ont pu être mises en évidence depuis quelques années, et notamment en 2016, des structures en briques crues que vous voyez ici, qui concernent un édifice dont le plan est quasiment strictement identique à l'édifice qui lui a succédé, donc le temple en pierre. Vous avez ici une superposition des deux temples. Donc vous voyez, on a une structure avec 3 chapelles, donc, qui est exactement similaire à l'édifice construit par Thoutmôsis III, avec la chapelle centrale consacrée au dieu Amon, la chapelle nord consacrée au dieu Ptah, qui est le dieu principal de cet édifice, et puis la chapelle sud consacrée à la déesse Hathor. Donc on a pour les périodes les plus anciennes un édifice qui a été strictement construit en briques crues et dont le plan a été entièrement reproduit en pierre par Thoutmôsis III, ce qui est intéressant puisque ça permet de conforter un texte de Thoutmôsis III lui-même qui, dans sa stèle de consécration du monument, dit, ce qui est un usage évidemment dans ce type de dédicace, qu'il a trouvé un temple en briques avec des colonnes en bois et qu'il l'a reconstruit en pierre. Mais donc là, on a en tout cas, du point de vue du plan, disons, l'affirmation du texte de Thoutmôsis III. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un temple qui était exactement consacré aux mêmes divinités, mais en tout cas, la similitude du plan invite évidemment à se poser la question de ce temple de Ptah. La céramique, qui est le seul élément qui permet de dater les niveaux de ce temple en briques, s'échelonne de la fin de la XVIIe dynastie au début de la XVIIIe dynastie, donc on est juste avant le temple de Thoutmôsis III lui-même, donc un édifice qui aurait été entièrement rasé pour construire un nouveau temple consacré au dieu Ptah. L'autre élément qui intéressait le programme archéologique concerne en fait les niveaux les plus anciens, l'occupation du site antérieurement au temple. Et donc pour ce faire, Guillaume Charloux, qui était en charge de la fouille de ce secteur en 2016, a effectué un sondage profond
un carré de 16 mètres de côté, et donc en pyramide inversée, hein, comme vous pouvez le voir sur la diapo, qui permet donc de descendre et d'atteindre les niveaux les plus anciens, antérieurement à la construction du temple. Et donc les niveaux les plus anciens, comme je disais tout à l'heure, remontent à la 11e dynastie, avec en particulier une maison qui a été, par chance en fait, une maison carrée qui a été trouvée exactement dans le carré de fouille. Donc là c'est assez chanceux, mais ça permet d'avoir une occupation qui est civile. Hein. On est dans un secteur qui, à cette époque-là, n'a rien à voir avec le culte d'Amon ou de Ptah, mais on a déjà une occupation civile à l'extérieur de la grande enceinte du temple d'Amon, ce qui est évidemment un élément intéressant pour étudier l'occupation générale du site de Karnak. La suivante. Donc voilà pour les questions relatives à l'archéologie. Le deuxième point que je voudrais souligner maintenant, ce sont les travaux qui concernent la restauration, et en particulier les programmes de restauration qui se focalisent depuis désormais 4 années sur le secteur de l'Arménou, avec un premier travail qui a été effectué il y a 3 ans maintenant sur le sanctuaire d'Alexandre le Grand. Vous avez ici, une vue d'une des salles, une des scènes du sanctuaire d'Alexandre le Grand après restauration. Et à partir donc de ce noyau et de cette chapelle, les programmes de restauration menés à la fois par une équipe de notre restaurateur égyptien Abdel Nasser et de notre volontaire international qui s'occupe donc de la partie voisine de la salle principale de l'Arménou. Donc ces 2 programmes conjoints permettent petit à petit en fait de restaurer entièrement ce complexe de Toutmose III, qui est un des complexes, évidemment, un des plus importants complexes d'un point de vue théologique présent à Karnak. Le programme comme vous le savez, hein, un des tâches les plus spectaculaires des travaux accomplis à Karnak depuis la création du centre concerne la reconstruction de monuments, en particulier toutes les chapelles qui ont été reconstruites au musée de plein air. Tous les monuments qui ont été démontés dans l'Antiquité, réutilisés dans les fondations et qui, au fur et à mesure des études, en particulier des démontages des pylônes successifs, permettent de récupérer des pierres et de retrouver des monuments et de les reconstruire. Alors comme ils ne peuvent pas être reconstruits sur place, évidemment, on les reconstruit dans le musée de plein air. Pour le programme qui nous occupe actuellement, donc, qui a commencé en septembre dernier, après une étude épigraphique commencée il y a déjà 2 ans, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas un monument qui a été démonté dans l'Antiquité et réutilisé, dont les pierres ont été réutilisées, pardon. Les murs ont été démontés au IVe siècle après Jésus-Christ, mais ils n'ont pas été réutilisés dans d'autres monuments. Hein. Ce sont les ingénieurs à l'époque romaine qui ont démonté entièrement les murs. Et donc on a à peu près 250 blocs qui permettent d'être, après étude, d'être replacés dans les constructions. Une première étude des assemblages de blocs avait été faite par François de Saout en 1982, et le travail a été repris par Antoine Garric récemment, donc dans le cadre de ce programme, pour à la fois remonter le temple, évidemment, et permettre aux visiteurs de retrouver des monuments, les murs en place, et ce qui, évidemment, est le point le plus essentiel dans ces anastyloses de monuments, c'est que c'est la meilleure façon de conserver les blocs. Une fois qu'ils sont dans la maçonnerie, c'est un élément très important. Donc l'étude égyptologique a été effectuée par Gabriela Dembitz, qui était jusqu'à récemment membre de l'équipe de Karnak. Donc elle a étudié les blocs, proposé les assemblages en validant ou modifiant les assemblages proposés par François de Saout, mais ces 2 études en fait ont permis de proposer donc des assemblages cohérents, et le travail a commencé en particulier par le mur est de la cour de la Cachette. Donc c'est cette partie que vous avez ici, hein. Donc cette grande ouverture dans le mur qui progressivement va être complétée. Vous avez ici donc les premiers assemblages qui ont été proposés par François de Saout en 1982, et puis les assemblages plus récents, hein, ceux qui ont été faits donc, par Gabriela Dembitz et Antoine Garric. Alors ces programmes d'anastylose en fait sont très intéressants parce qu'ils permettent à la fois de finaliser une étude égyptologique et architecturale, et puis surtout évidemment de valider
évidemment avec les pierres elles-mêmes, de valider des montages qui ont été proposés. Dans le cas présent, je vous montre le mur extérieur est, avec une surprise qui a été faite, une découverte qui a été faite au moment de la reconstruction, qui n'avait pas été comprise au moment de l'étude des blocs disposés au sol. C'est la présence en fait d'une niche. On a ici à l'extérieur, donc l'extérieur de ce mur en fait, on sait depuis de nombreuses années que l'extérieur a été décoré par 2 grandes scènes au nom de Toutankhamon, 2 scènes symétriques qui posent des problèmes d'interprétation théologique avec des divinités rares sur ce mur. Et donc le remontage a permis d'assurer l'existence d'une niche en fait que vous avez donc ici, avec le fond de la niche en fait qui est l'arrière d'un bloc qui appartient à la décoration du mur opposé. Donc on a comme ça, on a pu restituer cette niche. Évidemment, ça explique la construction même de l'iconographie de cette scène, avec ces 2 scènes face à face, et qui en fait encadrent la niche. Donc là, l'étude est en cours. On a en particulier une représentation très étrange en fait de Amon qui donne le signe de vie à Amonette sur le fond de la niche ici. Donc évidemment, ce sont des éléments qui enrichissent un petit peu l'étude de cette paroi au nom de Toutankhamon. Je crois que je suis encore dans les temps. Je termine rapidement pour vous dire qu'on étudie aussi beaucoup les hiéroglyphes et que notamment on a un projet depuis 2012 qui est la mise en ligne de l'ensemble des inscriptions hiéroglyphiques de Karnak, avec à la fois des photos haute résolution qui permettent de valider et de vérifier les inscriptions, la translittération, la bibliographie associée, un glossaire qui est en cours de mise en ligne qui concernera donc l'ensemble de ces inscriptions hiéroglyphiques. On a à peu près en ce moment 5000 inscriptions qui sont accessibles en ligne. Associé à ce projet, les archives sont progressivement mises en ligne depuis l'année dernière. À ce jour, on a à peu près 30 000 images accessibles et avec environ 1 600 000 téléchargements. Donc il doit y avoir une addiction, je ne sais pas. Les gens doivent télécharger les images. Il y a beaucoup de téléchargements, donc c'est ce qui est plutôt rassurant, ce qui permet de mettre en valeur un petit peu tout le patrimoine archivistique du Centre franco-égyptien. Je vous remercie. Bon, effectivement, c'était très difficile de présenter le plus grand temple d'Égypte en 10 minutes, mais merci beaucoup Christophe. Nous passons donc de l'extrême sud de la zone considérée aujourd'hui au nord, avec Marie-Dominique Néna, directrice du Centre d'études alexandrines. Alors de même que Christophe Thiers est associé à Montpellier de bien des façons, eh bien Marie-Dominique Néna est associée à Lyon, puisqu'elle est directrice de recherche associée du laboratoire ISOMA et membre de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. Donc elle nous parle ce soir d'Alexandrie, bien sûr. Donc, l'exposition des travaux et axes de recherche du Centre d'études alexandrines dans les locaux de l'IFE, à l'invitation de Mohamed Bouabdallah et d'Antoine Hatzenberger, que je remercie ici, me permet de passer complètement sur la représentation du CE Alex et de ses fouilles de sauvetage dans la ville même, mais que je vous récapitule ici sur cette carte fondatrice de Mahmoud El-Falaki. Je vous rappelle simplement que l'équipe fondée il y a 27 ans par Jean-Yves Empereur et à la direction de laquelle j'ai été nommée en juillet 2015 comprend 11 agents européens et 54 collaborateurs égyptiens qui couvrent tous les métiers de l'archéologie terrestre et sous-marine. Et vous avez ici l'état de la photogrammétrie du site du phare d'Alexandrie au pied du fort de Qaït-Bey, que vous pouvez aussi découvrir dans l'animation 3D, dans le grand écran, dans le hall. Métier de l'archéologie et métier aussi de toutes les ressources documentaires. Je me dirigerai directement vers les chantiers de fouilles et prospection que nous avons menés ces dernières années avec le soutien de la Commission des fouilles du ministère des Affaires étrangères dans les environs d'Alexandrie,
sur les bords du lac Mariout, avec ici une nouvelle fois, je salue sa mémoire parce que c'est un des fondateurs de l'archéologie alexandrine, cette carte de Mahmoud Bey el-Falaki de 1866, qui vous présente les deux extrémités du territoire d'Alexandrie, puisqu'une cité grecque, c'est toujours une ville dans des murailles et un terroir qui lui est accompagné. Ces deux bornes sont d'un côté Skedia, fouillé par l'université de Cologne, et de l'autre côté le complexe Taposiris Magna Plintine, fouillé par la mission française de Taposiris Magna. Face au développement industriel et agricole, mais aussi l'industrie de loisirs dans cette région avec de nombreuses villas balnéaires, depuis le début des années 2000, et face à la situation d'urgence archéologique, nous avons entrepris depuis maintenant 4 ans une carte archéologique et paléo-environnementale à vocation patrimoniale en collaboration avec le ministère des Antiquités. Cette carte vise à documenter l'ensemble des sites antiques, depuis les origines de l'occupation de la région jusqu'en gros au Xe, XIe siècle après Jésus-Christ, à collationner des archives inédites, à établir la cartographie historique de la région, depuis la description de l'Égypte jusqu'aux images satellites d'aujourd'hui, et enfin à mener des prospections extensives sur le terrain. Je vous en parlerai peut-être l'an prochain. Cette fois-ci, je vais me concentrer sur les fouilles que le CEA Alex a conduites dans cette région. Ces fouilles ont permis d'aborder de manière privilégiée certaines périodes ou certains modes d'occupation de cette zone. La fouille effectuée entre 2006 et 2011 sur la presqu'île de Marea Philoxénité, à une quarantaine de kilomètres d'Alexandrie, a apporté la surprise. Sur un site qui était daté de l'époque byzantine, du VIe au VIIIe siècle après Jésus-Christ, elle a en effet révélé une occupation de l'époque hellénistique, donc entre la fondation d'Alexandrie et le règne d'Auguste. C'est une période qui jusque-là était très peu attestée dans les bâtiments sur la rive sud du lac Mariout. 3 maisons-tours ont été identifiées, notamment par l'épaisseur de leurs murs, et elles font écho à la célèbre mosaïque de Palestrina, que vous connaissez tous, qui nous présente donc ce paysage de la Maréotide antique vers 200 avant Jésus-Christ. Dans l'une des maisons, nous avons pu, dans l'une de ces maisons-tours, nous avons pu, que vous voyez ici, alors si je prends ça, non, c'était pas ça, je fais une bêtise, aïe, 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 j'ai fait une bêtise. Bon, alors on recommence, bon, je recommence, voilà. Dans l'une de ces maisons-tours, on a pu identifier la présence probablement d'un édifice cultuel auquel on arrivait par cette... Non, c'est pas ça. Bon, je peux faire là. Par une allée d'allées qui permettrait de pénétrer dans la pièce centrale ici, l'entrée étant flanquée de... c'est là, d'accord. C'est dessous. D'accord, c'est la mallette. L'entrée était ici flanquée de 2 pilastres et on pénétrait dans cette pièce ici. Ces 2 pièces étaient comblées et en fait formaient les supports de l'étage supérieur. Dans la sable oblongue, on a pu reconnaître un décor d'imitation d'albâtre qu'on va rencontrer extrêmement fréquemment à Alexandrie. Et vous reconnaissez ici 2 sphinx, lions. L'interprétation est ouverte pour les égyptologues de la salle, très difficile à dessiner, mais qui en tout cas marquait l'entrée de cet édifice dans lequel un mobilier qui relève très vraisemblablement d'un mobilier cultuel a été découvert, avec notamment ce porte-encensoir gréco-égyptien à colonnes papyriformes et à pieds en forme de sabot avec un décor de lierre, cette très belle lampe à 10 becs et quelques amulettes et décors de meubles en faïence et en métal. Cette occupation est attestée, l'occupation commence dès le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le complexe est partiellement détruit à la fin de l'époque hellénistique avec la construction d'autres bâtiments et plus tardivement au VIe et VIIe siècle après Jésus-Christ lors de la construction de la station de pèlerinage de Marea Philoxénité. Deuxième site, le site d'Academia, à 1 kilomètre au sud de Marea. Il nous a permis d'avoir une fenêtre sur l'occupation agricole de la région au Haut Empire romain.
C'est donc une villa que nous avons trouvée, une villa agricole avec ses éléments indispensables que sont le pressoir, le four à amphore et les cômes dépotoirs que je vais vous présenter tout de suite. Le four à amphore est de dimension exceptionnelle, mais plus vraiment exceptionnelle. Il y a 25 ans, on trouvait, non, il y a maintenant, non, plus de 25 ans, 88, on trouvait un four de cette taille à Borg-el-Arab et on disait extraordinaire. Maintenant, on en a 5 ou 6 et 5 sur ce site même, un autre à Marea. Ces fours ont un diamètre interne de 7,65 m, des murs d'une épaisseur de 2 mètres. Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi sont-ils construits de cette manière? Tout simplement parce que le combustible n'est pas du bon bois, c'est du roseau et des branchages. Et les Égyptiens ont été forcés, lors de la production de ces amphores, de s'adapter à ce combustible pour pouvoir cuire ces fournées d'amphores du vin de la région. Autre trouvaille intéressante, peut-être moins spectaculaire, les zones de foulage de l'argile. Des zones où on a pu reconnaître l'emplacement de l'axe du tour de Potier. Des zones où on a pu aussi reconnaître la manière dont les amphores étaient poissés. Vous savez que dans l'Antiquité, on buvait un vin qui était résiné et que la résine provenait de l'application d'une couche de pois sur l'intérieur de l'amphore. Cette résine, les spécialistes de céramique le reconnaîtront, était une résine importée du Levant, plus spécialement probablement de la région de Gaza et des pentes. Et on faisait réchauffer dans le cul de l'amphore la résine qui ensuite était appliquée à l'intérieur de l'amphore. Ces grands dépotoirs à amphore, vous savez que c'est une caractéristique de l'Égypte, très vraisemblablement liée au fait que les combustibles n'étaient pas d'une qualité optimale. On a toujours d'énormes dépotoirs. Ces énormes dépotoirs, vous les connaissez en Moyenne-Égypte, vous les connaissez aussi sur les bords du lac Mariout, et vous voyez qu'il y a eu tout un travail de fouille d'un de ces dépotoirs pour vraiment comprendre comment ils étaient formés de ces kilos et kilos de tessons d'amphores mises au rebut parce qu'elles avaient été mal cuites. 2 types d'amphores étaient produits dans cet atelier, des amphores AE3 et AE4, des copies des amphores typiquement égyptiennes que sont les AE3 et AE4 sont des copies d'amphores appelées les Dressel de 4, des amphores de Kos à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu donc établir une nouvelle typologie extrêmement détaillée de ces amphores, qu'on a pu reconnaître dans les couches tout à fait supérieures du côme des timbres qui indiquent probablement le nom du possesseur du domaine, Apollonios, avec une faute d'orthographe. On avait aussi les supports et on a aussi des éléments crus. Un autre site sur lequel je passe très rapidement, juste pour vous montrer l'état des lieux. Les photos d'en haut de 1980, les premières prospections de Jean-Yves Empereur dans la région, ce côme de la carrière marqué par cette grande carrière qui a fait penser au Kibotos d'Alexandrie et un très grand côme. Aujourd'hui, ce côme est traversé par un pipeline et est doté de 6 pylônes électriques et la carrière est en train d'être comblée. Donc nous avons mené une opération d'urgence avec ces nouveaux outils que sont la photogrammétrie, qui nous a permis de dresser, vous le voyez, une stratigraphie de 60 mètres de long en un mois, plus une deuxième, plus une troisième. Donc une action très rapide avec un recueil du matériel pour au moins garder la mémoire de ce site qui se situe sur un promontoire rocheux et qui donc a été occupé du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e après Jésus-Christ, avec encore des fréquentations au Xe siècle après Jésus-Christ. Pour terminer, le site de Kombaï, qui est la nouvelle fouille du CE Alex depuis 2 ans, une fouille qui a été provoquée par les prospections que nous avons menées, qui nous ont fait reconnaître sur ce site une céramique antérieure à la fondation d'Alexandrie et au départ une coupe des petits mètres, une fabrication attique datée de la fin du 7e siècle. C'est un très grand site, c'est un site de 17 hectares, composé de 2 très grands cômes de 200 mètres de long, séparés par une sorte de vallée. Ce site, nous l'avons exploré pour l'instant en 2 points principaux. Ici, vous voyez un sondage que vous avez ici pour déterminer la stratigraphie de ce qui sera un millefeuille, puisqu'une occupation dont les strates sont d'abord en briques cues, puis en briques crues, mais une occupation vraisemblablement aussi en terrasse.
Et vous voyez qu'on a pu relever sur ce site des éléments en briques crues, une occupation en pierre datée du milieu du IIe siècle, et nous commençons à trouver des vases en place qui datent donc du IVe siècle avant Jésus-Christ, comme cette amphore torpedo que je vous présente à gauche. Ce site aussi a livré la surprise avec la découverte de ces énormes blocs de pierre taillés en cours de débitage, dont vous voyez qu'ils sont effondrés. Effondrés dans un sens qui pourrait évoquer l'effondrement sans doute d'une porte, d'un sanctuaire. À cela s'est ajoutée la découverte d'une portion d'une voie d'allée, donc un dromos, une voie processionnelle, qui nous indique bien qu'on est dans un contexte cultuel. Ces blocs étaient en cours de débitage à l'époque romaine, après une phase d'abandon qu'on a pu voir dans la stratigraphie, puis une phase de débitage de plus petits blocs appartenant probablement à un kiosque. On a assisté donc à l'effondrement de ces blocs et ensuite à la récupération. Vous voyez une récupération qui s'est faite par une fosse, qui descend et nous présente le sous-dallage du dromos, quelque chose qui est tout à fait classique dans les temples pharaoniques. Donc c'est un nouveau chantier qui s'ouvre. Vous voyez que c'est énorme. Pour l'instant, nous sommes dans de l'exploration, de la reconnaissance, avec aussi des outils de géomorphologie et de géophysique, et une prospection céramologique de l'ensemble. Pour terminer, je reviens un peu à du général pour vous montrer les productions déjà parues ou à venir de cette année, qui touchent à tous les domaines de l'histoire d'Alexandrie, puisque c'est bien ce que nous voulons, c'est créer de nouvelles sources et de nouveaux matériaux pour l'histoire d'Alexandrie sur la longue durée et pour l'histoire aussi de sa région. La première fouille du CE Alex arrive à publication, le cinéma majestique. Une entreprise d'ampleur qui est donc un dictionnaire des timbres amphoriques. Si ça vous intéresse, on peut vous raconter ce que c'est, mais là on est vraiment dans la recherche fondamentale. Un très beau livre et très passionnant sur l'expédition d'Égypte à partir des archives de la Sublime Porte, c'est-à-dire à partir des archives ottomanes, qui sont donc rédigées en langue, qui sont en osmanlı, donc le turc rédigé en langue arabe. Un qui vient de sortir, que je viens de présenter avec la complicité de Nivin Raled, qui est la conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte à Paris, sur les presses francophones et allophones de Méditerranée. Et enfin, un gros œuvre destiné aux spécialistes, 1000 pages de céramique romaine tardive et d'amphore, mais qui nous donne une vision particulièrement passionnante sur toute la production et le commerce de la céramique dans la Méditerranée tardive. Je vous remercie. Alors évidemment, je précise pour les kérotes que tous ces ouvrages sont disponibles à la librairie de l'IFAO. Je précise également que ce qui concerne spécifiquement le CE Alex est présenté dans l'exposition, ça a déjà été dit, dans l'exposition qui est à l'extérieur dans le hall du centre, et que vous pouvez encore voir pendant quelques jours, et vous pouvez la voir à l'issue de ces conférences. Donc nous retournons maintenant à Luxor, Christian Leblanc, si vous voulez bien. Donc Christian Leblanc, égyptologue, directeur de recherche au CNRS également, conseiller scientifique permanent auprès du Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte au ministère, et président de l'Association pour la sauvegarde du Ramesséum. Il nous parle en tant que directeur de la mission archéologique française de Thèbes-Ouest. Eh bien, bonsoir à tous d'abord. Alors écoutez, bien sûr, comme j'ai juste 10 minutes pour évoquer un petit peu ce chantier de Thèbes, il faut d'abord savoir que la MAFTO, c'est-à-dire la mission archéologique française de Thèbes, est une mission qui travaille en partenariat depuis plusieurs décennies déjà avec un organisme égyptien qui relève du ministère des Antiquités, qui est le Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte. Alors il est vrai que depuis 25 ans, nous sommes au Ramesséum. Ramesséum, c'est un temple de Ramsès II qui a été construit donc au XIIIe siècle avant notre ère.
Alors, sachant que c'est un temple de Ramsès II, il faut savoir que, comme tout site archéologique en Égypte, on a beau être sur un site avec une mention bien déterminée d'un roi, on va se retrouver de toute façon dans un contexte, disons, chronologique qui est beaucoup plus large. Car en effet, il faut savoir qu'à l'emplacement du Ramesseum, avant que le Ramesseum n'existe, il faut savoir qu'il y avait là, bien sûr, d'autres implantations, notamment qui remontaient au moins jusqu'au Moyen Empire, notamment des tombes. Nous avons aussi retrouvé une nécropole qui datait de la deuxième période intermédiaire. Alors bien entendu, même au début du Nouvel Empire, donc 18e, au début de la 18e dynastie, on a retrouvé quelques tombes. Puis après ça, bien sûr, Ramsès II va construire son temple, va donc sceller finalement toutes ces installations antérieures. Et puis après l'abandon du Ramesseum, de nouveau encore d'autres séquences historiques vont se mettre en place, puisque nous allons assister à un abandon, évidemment, des cultes qui se déroulaient dans ce grand temple de Ramsès II, une récupération du site à la troisième période intermédiaire comme grande nécropole sacerdotale, mise en place notamment par les prophètes d'Amon de Karnak. Et puis, le temps aidant, on va se retrouver petit à petit vers l'époque, disons, gréco-romaine, où là, on va assister surtout à un démantèlement du temple, dont beaucoup de blocs, d'ailleurs, ont été récupérés pour construire d'autres monuments de cette époque. C'est ce qui explique que nous avons aussi une collaboration qui est menée avec l'Oriental Institute de Chicago, qui travaille sur le temple de Medinet Habu, pour notamment collationner, collecter tous les blocs qui ont été récupérés sous le règne de Ptolémée VIII notamment, et puis beaucoup plus tard à l'époque d'Antonin le Pieux, sur le site de Medinet Habu. Donc il y a à la fois toute une documentation que nous avons sur place, mais aussi toute une documentation qui est à l'extérieur du site, puisque là, il s'agit évidemment eh bien, de photographier, de dessiner finalement tous ces blocs qui permettent de mieux comprendre ce qu'était finalement le décor du temple de Ramsès II. Donc, bien sûr, aujourd'hui, quand on regarde bien le travail qui était accompli sur ce site, 25 ans de recherche, c'est vrai, 25 ans pas en totalité, car on ne travaille pas une mission complète, disons une année complète sur le site, ce qui veut dire que si on devait résumer finalement ces 25 ans au temps réel de travail qui a été effectué au Ramesseum, on pourrait dire que cela a duré pour le moment 6 ans. Et en 6 ans, eh bien, il faut savoir qu'il y a eu quand même tout un énorme travail qui a été mené sur ce site, puisque vous voyez, le voilà, le Ramesseum, c'est quand même 10 hectares de recherche. Alors attendez que je regarde si mon petit... Non, il ne fonctionne pas. Ah, alors donc il faut que je prenne celui-là. Alors c'est ici, hein. Ah, c'est là. Alors voilà, donc voyez-vous, il y avait autour de ce temple, au départ, il y avait tout un énorme cavalier de déblais qui avait été mis en place, notamment par Émile Barrès, donc au début du XXe siècle. Et ce cavalier de déblais artificiel, bien sûr, qui provenait finalement, ce sont des déblais qui provenaient du Ramesseum, eh bien il a fallu petit à petit les évacuer, sachant qu'ils recouvraient finalement des structures beaucoup plus anciennes. Et c'est vrai que c'est au cours de cette recherche qui a été menée tout autour du temple, donc entre les deux murs d'enceinte du temple, murs d'enceinte intérieur et murs d'enceinte extérieur, c'est là que nous avons retrouvé la présence notamment de voies processionnelles, ce qui est assez unique dans le cadre d'un temple égyptien lorsqu'il s'agit justement de voies processionnelles autour finalement du téménos. Donc une voie processionnelle côté nord qui a pu être entièrement dégagée, dont on a retrouvé énormément de vestiges et qui d'ailleurs montre surtout des statues de chacals, donc à l'image d'Anubis sur sa chapelle. À l'ouest, ce sont plutôt ici des sphinx androcéphales qui ont été retrouvés. Et alors, quant au côté sud, l'exploration a commencé ces dernières années, mais nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments ou d'indices qui permettraient d'identifier les animaux, en tout cas, qui étaient représentés côté sud. En tout cas, c'est une originalité, finalement, qui a été repérée au Ramesseum et que l'on doit, bien entendu, à l'un des architectes de ce temple. Alors, il est vrai que durant ces dernières années, le travail qui a porté sur cet édifice, alors il y a d'abord un travail, bien sûr, si vous voulez, de relevé. Il y avait un relevé architectural à mettre en place, il y avait aussi le relevé iconographique, épigraphique sur toutes les parois du temple. On peut dire que ce travail de relevé est aujourd'hui en grande partie achevé, donc ce qui va permettre petit à petit de pouvoir aussi publier un petit peu les résultats de ces travaux. Alors à côté de cela, il y a bien entendu les fouilles qui ont été menées sur le site, des fouilles qui sont quand même tout à fait importantes parce qu'elles ont porté dans un premier temps sur la partie sud du temple.
Parce que l'intérêt de reprendre un travail sur un site aussi emblématique que le Ramesséum, c'était de bien comprendre surtout comment avait fonctionné véritablement cette grande fondation royale donc, de Ramsès II. Alors comment elle avait fonctionné, c'est-à-dire essayer de repérer un petit peu tous les quartiers de ce temple que l'on connaissait surtout à travers la documentation, puisque beaucoup de ceux qui avaient été en activité au Ramesséum à l'époque de Ramsès II et même postérieurement au règne de Ramsès II. Je pense notamment aux fonctionnaires, à ceux qui étaient les directeurs des magasins, les responsables des cuisines, les professeurs du père Henri du Ramesséum. On avait donc toute une documentation qui les concernait et notamment qui était complémentaire déjà à leur tombe qui se trouve dans la nécropole thébaine, mais fallait-il encore pouvoir identifier sur les lieux où se trouvaient exactement les quartiers dans lesquels se déroulaient leurs activités. Et ça, c'était l'intérêt finalement, si vous voulez, de toute l'enquête qui a été menée toutes ces dernières années, ça a été de prendre en charge finalement quartier après quartier, de pouvoir entièrement les fouiller, ce qui a permis petit à petit, voyez-vous, en partant du côté sud, eh bien, de pouvoir identifier les ateliers du temple. Là, c'est tout un quartier d'ailleurs qui est toujours en cours de fouille, dont la fouille devrait se terminer les toutes prochaines années. D'ailleurs, c'est Guy Lecuyot qui est ici dans la salle ce soir, là, qui est en charge de ce quartier. Nous avons aussi retrouvé finalement les économas, intendances, cuisines et boulangeries du temple. Donc tous ces quartiers-là ont été identifiés aujourd'hui grâce aux fouilles qui ont été menées. On a pu retrouver aussi le fameux Père Henri, la maison de vie, donc l'école du temple en fait, qui était aussi mentionnée à travers les scribes du temple qui étaient connus. Et les tout derniers travaux qui ont été conduits dans le quartier sud concernaient le palais royal de Ramsès II. Alors le palais royal, donc ça c'est un édifice qui a été entièrement fouillé ces dernières années et qui a été d'ailleurs aussi restitué en élévation. Donc là ça fait partie du travail à la fois de restauration du site et de valorisation du site après les travaux de fouille. Et alors tout ce travail s'est poursuivi également dans l'ère de la première cour du temple qui est ici. Et cette ère, évidemment, était surtout remplie de débris, comment il y avait tous les blocs qui avaient été, disons, débités, notamment du grand colosse de Ramsès II et puis aussi du colosse de Touy, de la mère de Ramsès II. Donc là, c'est tout un travail qui a été mené autour de ce colosse, qui a permis d'ailleurs de pouvoir recenser près de 600 fragments finalement de granit qui appartenaient pour certains au colosse de Ramsès II, pour d'autres au colosse de Touy, donc de la mère de Ramsès II, puisqu'il y avait bien 2 colosses dans cette première cour du temple. Donc il a fallu faire à la fois l'identification de ces blocs et puis aussi le rangement de tous ces blocs qui étaient vraiment en désordre dans la cour. Et puis alors après, bien sûr, on s'est intéressé finalement à tout ce qui était autour de ce grand colosse de Ramsès II qui faisait 18 mètres de haut dans l'Antiquité. Bon, il est effondré. On a beaucoup travaillé aussi sur les causes de cet effondrement parce qu'on a pendant longtemps évoqué l'aspect d'un tremblement de terre. Il est aujourd'hui plus probable que le colosse de Ramsès II ait été abattu. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que justement, en travaillant ces dernières missions autour de ce colosse, on a pu retrouver des éléments tout à fait intéressants, notamment concernant le 2e pylône du temple, mais aussi la porte qui donnait accès à la 2e cour, et dont on a retrouvé un certain nombre de vestiges, non seulement le seuil, les jambages, voyez-vous, une partie des jambages, beaucoup de blocs qui appartenaient d'ailleurs aussi au môle du 2e pylône du Ramesséum, là, qui était en grès, et puis aussi quelques singes, enfin des babouins, donc qui devaient couronner d'ailleurs cet édifice. Donc tout ceci permet de mieux connaître petit à petit, évidemment, ce secteur du temple. Alors là, ça c'est une vue du palais royal, justement, qui a été prise à la dernière mission, en fin de dernière mission, donc qui permet, voyez-vous, c'est toute cette zone qui a pu être, grâce aux travaux de fouilles et de restauration, donc aujourd'hui, le palais royal de Ramsès II réapparaît finalement au jour. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu restituer aussi le mur de façade de ce palais royal côté sud, donc qui correspondait d'ailleurs au mur sud de la première cour du temple. Et nous savions que dans le temple de Médinet Abou de Ramsès III, il y avait devant la fenêtre d'apparition du palais royal de Ramsès III Médinet Abou un grand relief qui avait été réencastré dans la paroi, qui comprenait cependant des cartouches au nom de Ramsès II. Alors évidemment, la question était ouverte, à savoir d'où provenait finalement ce grand relief. Est-ce que c'était Ramsès III qui l'avait mis en place? Mais pas du tout. On s'est aperçu en faisant une enquête à travers finalement la documentation égyptologique que c'était tout simplement Georges d'Arécy qui, au début du XXe siècle,
en retrouvant un énorme bloc finalement venant du Ramesséum et en restaurant à cette époque, disons, la fenêtre qui était finalement la fenêtre d'apparition de Ramsès III, avait jugé bon de replaquer à cet endroit-là ce grand relief de Ramsès II, puisque au Ramesséum, le palais royal n'existait plus. Alors aujourd'hui, il réapparaît pourtant. Il a donc fallu qu'on fasse une sorte d'estampage et puis ensuite un moulage pour pouvoir quand même restituer au bas de la fenêtre d'apparition qui est ici simplement suggérée, eh bien ce beau relief finalement qui représentait un grand Sémataoui avec des joueurs finalement de lutte qui se présentaient de part et d'autre, qui étaient finalement les fameux jouxtes royales. Donc ça c'est une partie du site, voyez-vous, qui a été aujourd'hui restaurée. Alors quand on regarde bien dans la première cour, on a pu aussi remettre en place toute la partie qui concernait le colosse de Touy. On a pu aussi restructurer finalement tout le piédestal du colosse de Ramsès II, en réinstallant d'ailleurs sur ce piédestal les pieds, puisqu'ils n'étaient pas à leur emplacement encore ces dernières années. On a pu aussi travailler sur la restauration des bases de colonnes qui se trouvaient devant ce grand colosse de Ramsès II et qui était en rapport avec d'ailleurs un édicule de culte. Bref, dans la première cour du temple, aujourd'hui, disons qu'on commence à mieux comprendre un petit peu les espaces et surtout tout ce qui était mis en place à l'époque du roi. Alors bien sûr, aujourd'hui, le travail va se poursuivre dans un autre grand secteur du temple, alors en sachant bien sûr qu'à côté de ces travaux de fouilles, de restauration, de valorisation, il y a aussi cette volonté d'informer les visiteurs qui se rendent au Ramesséum, et il y a bien entendu toute une signalétique qui se met en place depuis quelques années. On a, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vouloir venir, là, Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer un des panneaux de signalétique, voyez-vous, qui permet de présenter un petit peu les secteurs du site. Et il y a 16 panneaux qui sont prévus pour l'ensemble du site et qui sont mis au fur et à mesure que les fouilles, finalement, sont terminées. Et donc c'est du côté nord, maintenant, que vont se poursuivre les recherches. Donc un côté nord qui est aussi important que le côté sud, où il y a tout un ensemble de bâtiments en briques de terre crue, qui pour le moment sont considérés pour être dans l'ensemble un certain nombre de magasins, mais il n'y a pas là que des magasins, il y a aussi des officines. Il faut aussi identifier ces magasins, à savoir que contenaient ces magasins. Donc là, il y a tout un travail qui va être mené en présence d'ailleurs aussi d'archéobotanistes, d'archéozoologues, enfin bref, c'est le concours pluridisciplinaire que réclame aussi cette mission, comme toutes les autres missions, et qui devrait permettre de pouvoir connaître encore davantage finalement les grandes séquences de la vie à la fois économique et administrative de cette grande fondation thébaine. Donc c'est le travail qui va se produire petit à petit au fil des années, alors tout en sachant qu'il y a aussi, bien sûr, un travail, une volonté finalement de valorisation des lieux, et au fur et à mesure où des blocs sont retrouvés, où des blocs sont dans un état déplorable, eh bien on les répare, enfin en tout cas on les restaure, on les consolide, et puis on les présente parfois aussi sur des banquettes pour que les visiteurs puissent y avoir accès. Notamment, ce sont souvent des blocs qui sont en rapport avec les grandes thématiques qui existaient dans le temple, notamment les grandes guerres que Ramsès II avait menées, la bataille de Kadesh notamment, en l'an 5 de son règne, ou alors certaines grandes festivités qui étaient représentées au Ramesséum, comme les célébrations des fêtes de mines, par exemple. Donc voilà un petit peu comment s'organise le travail au Ramesséum, en sachant que la MAFTO, en collaboration avec le Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte, travaille également dans la vallée du roi sur la tombe royale, c'est-à-dire la tombe de Ramsès II, et puis aussi sur un certain nombre de tombes thébaines qui sont justement des tombes de fonctionnaires de l'époque de Ramsès II, dont certains, et même je dirais la plupart, ont été en activité au Ramesséum durant les 67 années de vie, en tout cas de règne, de Ramsès II. Merci. Merci beaucoup Christian Leblanc. Sans doute l'objet d'une prochaine conférence, la tombe de Ramsès II. Donc pour l'instant, nous passons la parole à Pascal Ballet, professeure à l'Université Paris-Nanterre et directrice de la mission archéologique française de Bouteau, Tel El Faraïn, dans le Delta. Je vais essayer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors je vais vous présenter rapidement ce site extrêmement important, mais peu connu finalement, du public scientifique, enfin disons de la communauté scientifique, je dirais même sur toute l'histoire de l'Égypte. Alors je vais essayer d'aller relativement vite puisqu'il nous reste peu de temps.
Je rappellerai que ce site, sur lequel nous travaillons depuis une bonne dizaine d'années, est mené, donc les travaux que nous menons sont en coopération avec l'Institut archéologique allemand, qui détient la concession archéologique sous laquelle nous travaillons, donc le Deutsches Archäologisches Institut. Évidemment, nous travaillons en coopération avec le ministère des Antiquités égyptiennes, et nous bénéficions du support du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, de l'Institut français du Caire et du CEALEX. Et sans ces financements, eh bien, évidemment, nous ne pourrions pas travailler dans cette zone qui se trouve située sur ce site, qui donc était l'un des sites les plus anciens du delta occidental et qui se trouve situé à l'est de la branche de Rosette. Et vous avez ici le site sur la carte qui se trouve à gauche. Et ce site donc a une histoire longue que l'on peut décliner sur environ 5 millénaires. Et ce sont nos collègues allemands qui travaillent sur les périodes les plus anciennes, jusqu'à, on va dire, le début de la période historique, jusqu'aux premières dynasties, et qui ont également traversé des niveaux plus récents, d'époque saïte, ptolémaïque et romaine. Et en ce qui concerne la partie française, qui a donc bénéficié de la chance de cette collaboration avec l'Institut archéologique allemand, nous avons dédié, disons, la plupart de nos activités à l'étude de la ville gréco-romaine et byzantine. Alors c'est donc un aspect, je dirais, peu connu, je me disais, de la bibliographie scientifique, archéologique sur lesquels nous travaillons. Je rappellerai tout de même que ce site, qui donc a un développement donc à peu près continu, sauf pour le Moyen Empire et le Nouvel Empire, qui n'est pas connu dans la stratigraphie du site, à l'exception de quelques très beaux éléments statuaires qui ont été trouvés par l'université de Tanta, voici une vingtaine d'années, et qui sont donc aujourd'hui visibles, notamment cette stèle de Thoutmôsis III et cette diade d'un groupe ramesside qui se trouve donc dans l'aire ouverte du sanctuaire de la déesse Wadjet, la déesse Cobra, qui est l'une des divinités tutélaires et qui fonde en quelque sorte la confirmation du pouvoir royal à partir de l'Ancien Empire. Ce travail, qui est mené donc par la partie française du site de Bouteau, est mené sur certaines opérations en coopération avec l'Institut archéologique allemand, en particulier les opérations de géophysique qui ont été engagées grâce à la collaboration de Thomas Herbich et de l'Institut d'archéologie et d'ethnologie de Varsovie, qui est un grand spécialiste de la couverture géophysique dans le delta et qui travaille avec son équipe sur donc un certain nombre de sites dans le nôtre. Et c'est grâce à cette carte, on va dire, cette couverture géophysique que nous avons pu travailler très rapidement et trouver très rapidement ce qui constituait l'objectif numéro 1 de notre intervention, à savoir la connaissance des productions céramiques dans cette région d'Égypte, car j'avais été invitée, voici, je ne vais pas dire le nombre d'années, ça ne va pas me rajeunir, par Thomas von der Wey, qui était le premier fouilleur de ce site, donc un collègue allemand, qui m'avait invité à venir travailler sur des sondages autour du site, et à l'occasion de cette visite, j'avais repéré de très nombreuses scories de fours de potiers, vraisemblablement, et donc nous avons engagé un programme donc, grâce à l'appui des affaires étrangères pour donc nous intéresser, on va dire, à la culture matérielle, un aspect finalement assez peu méconnu de l'archéologie égyptienne, et qui nous a permis de découvrir assez rapidement des ateliers très originaux qui sont fondés sur l'utilisation d'une technique que l'on trouve essentiellement en Occident, en Italie et en Gaule à l'époque romaine, ce qu'on appelle des fours à tubulure, et qui peut permettre de réfléchir à ce qu'on appellerait la mobilité des techniques. Et je montre ici donc ces tubulures qui permettaient de faire échapper les gaz justement par l'intérieur de ces tuyaux qui étaient donc superposés les uns au-dessus des autres et qui évitaient aux céramiques placées à l'intérieur d'être en contact avec le feu. Alors je n'ai pas d'image. Ah, voilà, là, il y a des petits problèmes de... Là, ça n'est pas passé, désolé.
Alors, donc là, il y a un problème. Alors voilà, donc je vous remontre le type de céramique qui sont des imitations de sigillés, donc avec cette cuite, avec cette technique que je viens de vous exposer. Et puis ensuite, eh bien, malheureusement, vous ne verrez pas la photo, puisque, si, voilà, elle apparaît. Donc un deuxième type de production céramique un peu plus ancienne, sur ce site de Bhouto, qui a été localisé près du temple de Wadjet, à l'extérieur du sanctuaire, et qui montre des techniques beaucoup plus, je dirais, traditionnelles, des techniques d'enfumage qui permettent de produire des imitations de vernis noirs grecs ou campaniens, qui sont donc vraiment tout à fait à la mode à cette époque-là, entre le IVe siècle et le 1er siècle avant notre ère. Et un dernier, alors parmi les travaux récents qui sont de l'année dernière, nous avons découvert une nouvelle zone d'activité potière au sud-est du site, et qui nous allons explorer de manière plus systématique justement lors de cette mission, car nous sommes en début de fouilles à l'heure actuelle, et nous avons donc 4 semaines devant nous pour poursuivre nos travaux. Alors là, je suis désolée, mais tout ça, ça ne passe pas. Donc il y a un problème, rien ne passe. Voilà. Alors, c'est dommage. Alors, je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu quel autre type d'approche nous avons engagé sur ce site. Nous avons donc tenté de travailler sur les limites, sur l'évolution du site de la période gréco-romaine jusqu'à la période byzantine. Et nous avons pu repérer une forme de rétraction de l'espace urbain, précisément de la fin de la basse époque jusqu'à la période byzantino-islamique, qui n'avait jamais été repérée de manière formelle sur le site. Et c'est grâce à des prospections pédestres systématiques que nous avons pu repérer cette occupation tardive qui se déploie au centre du Côme et qui correspond à des textes tardifs, des textes qui mentionnent l'existence d'un évêché à Bhouto, donc un évêque de Bhouto, qui participe à un certain nombre de conciles. Alors là, vraiment, je suis vraiment très très désolée que ça sorte si bien. Donc vous avez ici, en quelque sorte, un petit résumé. Ça sort très très mal de ces... Alors la dernière, l'une des dernières, je dirais, opérations très récentes que nous avons menées l'année dernière, c'est la découverte d'un auréum, enfin l'équivalent d'un auréum, c'est-à-dire d'un espace de stockage de céréales sur lequel nous allons travailler de manière plus systématique à partir de lors de cette campagne, constitué de 5 pièces qui ont été partiellement incendiées et qui ont permis justement de préserver des grains de blé, des grains de céréales que nous allons étudier, entre autres avec la collaboration de Menatalla El-Dori. Et nous avons ici un exemple d'un autre type de conteneur de céréales, c'est-à-dire un silo enterré dans le sol et qui correspond au point de vue datation à l'époque romaine. Donc cela situe, si vous voulez, ça donne une dimension, je dirais, d'une économie régionale, voire locale, qui permet de réfléchir au territoire agricole qui entoure ce site extrêmement important. Et donc ça fait partie des objectifs, on va dire, de la mission française, c'est de travailler davantage sur des questions de paléo-environnement, qui est donc un des objectifs que nous avons définis dans le cadre du programme quadriennal dans lequel nous opérons à l'heure actuelle. Donc travail sur la sédimentologie aussi pour comprendre justement l'évolution du paléo-environnement avec l'Université de Francfort et en association avec l'Institut archéologique allemand. Également donc, le travail sur la paléobotanique avec la participation de Menatalla El-Dori. Également travailler sur d'autres types d'artisanat comme l'artisanat métallurgique c'est donc Florian Terrejol qui travaille aussi au désert oriental sur les questions de mines d'or avec Thomas Fauché, donc qui est associé à notre étude. Voilà, donc voilà quelques éléments d'un site dont je vous ai montré que quelques aspects. Je ne vous ai pas donc fait la synthèse de l'ensemble des travaux que nous avons menés,
J'ai juste souhaité mettre en évidence quelques éléments qui se démarquent par rapport aux études traditionnelles et classiques. Donc, travail sur la culture matérielle, travail sur le commerce, travail sur les réseaux économiques, dont je vais vous démontrer seulement quelques éléments. Et nous avons donc sous presse un premier volume dans la collection Archäologische Veröffentlichungen. Donc ce volume qui va, je l'espère, bientôt sortir, et un deuxième volume en préparation, car comme vous le savez, le travail de publication est extrêmement important et fait partie du devoir des équipes archéologiques qui bénéficient des financements publics. Merci. Merci beaucoup Pascal Ballet d'avoir donné à cette journée archéologique la touche européenne et franco-allemande qu'il fallait. J'ajoute que maintenant c'est la dernière intervention avant celle du directeur de l'IFAO, qui va céder un peu de son temps à ses collègues généreusement. Merci beaucoup Laurent Bavet. C'est donc Claire Somalino, elle-même à la fois historienne et archéologue, qui prend maintenant la parole. Elle est maître de conférence à l'université de Paris-Sorbonne, directrice de la mission archéologique de Heinz Urna et également fondatrice de l'association Mer Rouge Sinaï. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir les travaux donc, de la mission d'Heinz Urna en mer Rouge, une mission qui est dirigée par le professeur Mahmoud Abdelrazik de l'Université du Canal et que je co-dirige avec lui, donc à la suite de Georges Castel et Pierre Tallet, qui avaient assumé jusqu'à cette année la co-direction de la fouille. Donc, c'est une fouille de l'IFAO, également du CNRS, de l'Université Paris-Sorbonne et qui est aussi soutenue donc par un certain nombre de mécènes privés. Donc le site d'Heinz Urna se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud de Suez. Il a été repéré en 1999 et fouillé depuis 2001. Donc cette année, nous avons opéré notre 16e campagne de fouilles sur le site. Alors cela fait partie de ces chantiers avec Wadi Jarf et Mersagawa 6 qui ont considérablement contribué à changer la vision que nous avions de l'interaction des Égyptiens avec l'élément maritime et puis des relations avec le Sinaï et plus loin avec le fameux et mystérieux pays de Punt. Donc, Heinz Urna a été l'un des sites qui a permis de comprendre ce système de ports intermittents sur la mer Rouge, donc des ports qui étaient occupés le temps d'une expédition par les Égyptiens. Donc, les Égyptiens partaient de la vallée. Dans le cas d'Heinz Urna, ils partaient de Memphis, au sud du Caire, se rendaient sur le site en traversant le désert oriental, et puis, une fois sur le site, partait donc vers le sud du Sinaï pour se procurer du cuivre et de la turquoise, alors sans doute en partie par voie terrestre en contournant le golfe de Suez, mais aussi et surtout, et c'était là la nouveauté de tous ces travaux, par voie maritime. Donc ils amenaient des bateaux en pièces détachées qu'ils remontaient sur le site pour partir donc en expédition. À la fin de l'expédition, les bateaux étaient donc rangés dans des galeries. C'est ce système de galeries qui est caractéristique donc de ces sites, ces ports de la mer Rouge. Alors le site d'Heinz Urna a été fréquenté à l'Ancien, au Moyen et au Nouvel Empire essentiellement. Nous le savons grâce à des inscriptions rupestres qui dominent le site et qui ont permis de repérer ce site. Et puis vous avez donc ces galeries qui sont alors si je peux prendre le pointeur. Voilà, donc ils sont entourés en rouge ici, la zone des galeries, avec 10 galeries de stockage, dont la fouille s'est achevée en 2012. Et d'ailleurs, ces galeries viennent d'être publiées dans le volume 3 d'Heinz Urna, donc le volume 3 des fouilles d'Heinz Urna. Alors actuellement, nous travaillons sur la zone basse du site. Peut-être une petite vue tout de même de cette zone haute avec les galeries qui sont creusées dans la montagne qui arrivent quasiment
quasiment donc sur la plage, dans la mer. Et ces inscriptions rupestres, vous avez ici une inscription rupestre donc, du tout début du Moyen Empire, de Montuhotep IV, qui précise bien à quoi est dédiée l'expédition. Donc une expédition de 3000 hommes pour ramener du cuivre et de la turquoise du Sinaï. Alors dans ces galeries que vous voyez ici ont été trouvés notamment les vestiges carbonisés de 2 bateaux de mer qui sont parmi les plus anciens bateaux de mer connus au monde. Alors des structures aussi un petit peu étonnantes, notamment celles trouvées ici fouillées par mon collègue Grégory Maroir il y a quelques années, qui datent de l'Ancien Empire et qui ressemblent à ce que l'on trouve sur le plateau des pyramides, ces fosses à bateaux, peut-être un dispositif pour remonter les bateaux ou pour aider à l'entretien des bateaux. Nous avons trouvé une autre fosse, un début de creusement un petit peu similaire il y a 2 ans. Donc la fouille se concentre désormais sur la partie basse du site. Vous en avez le plan ici, donc à la fin de la dernière mission, avec des vestiges de l'Ancien et du Moyen Empire. Donc le port de Wadi Jarf est utilisé sous le règne de Khéops et au début du règne de Képhren. Et puis sous Képhren, il déménage à Ain Sourna, qui semble être plus pratique, puisque plus proche de Memphis et plus abrité, qui présente de meilleures conditions. Et donc nous avons des vestiges de l'Ancien Empire, puis du Moyen Empire. Alors ces vestiges, en quoi consistent-ils ? Vous en voyez ici quelques photographies. Une des originalités du site, c'est de présenter de nombreux fours de métallurgie du cuivre du début du Moyen Empire. C'est tout à fait exceptionnel pour cette période. Et puis également, alors vous avez ici par exemple un atelier de métallurgie du cuivre très bien préservé avec les grands fours de réduction. Et puis également toute une série de magasins de stockage. Vous avez ici un magasin de stockage de céréales qui était stocké dans des jarres, magasin de stockage, habitat, cuisine également. Vous avez par exemple ici une zone que nous avons fouillée ces 2 dernières années qui pendant toute une série d'expéditions, au moins 3 ou 4 phases d'expédition du début du Moyen Empire, cet espace a été utilisé pour la confection de pain, notamment dans une salle chaude qui était ici, et puis tout cet espace central avec de petits fours à pain notamment, des dépotoirs, etc. Donc cette fouille ces dernières années nous permet véritablement de nous concentrer sur la vie quotidienne des expéditions et leur organisation. Qui étaient les intervenants ? Comment étaient-ils organisés ? La répartition en équipes, l'approvisionnement de ces expéditions, la répartition des vivres entre les équipes, la confection du pain, la réalisation donc, de toutes les opérations pour l'alimentation de ces équipes, celles qui restaient sur le site pour notamment les opérations de métallurgie, mais aussi celles qui partaient vers le Sinaï, mais aussi plus loin vers donc, ce pays de Punt, puisque nous avons notamment quelques fragments d'obsidienne, ou encore, nous avons trouvé l'an dernier de la céramique, des fragments de céramique, des tessons de céramique, qui sont tout à fait exceptionnels et qui semblent venir peut-être, alors ça reste à confirmer puisque l'archéologie de ces zones est extrêmement mal connue, peut-être de la côte sud du Soudan ou en tout cas de la région du Bab el-Mandeb. Voilà. Alors je tiens à terminer cette présentation en présentant aussi notre équipe, qui est une équipe complètement franco-égyptienne, avec notre équipe de fouilleurs qui vient de Gourna. Et je tiens à signaler vraiment que parmi eux, il y a des spécialistes de la fouille, sous la direction du Raïs Gamal Nasreddin, qui réalisent un travail remarquable. Et c'est vraiment une collaboration au quotidien avec eux pour comprendre ensemble ces vestiges et avancer donc sur la fouille. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Sans plus attendre, nous passons la parole au directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, Laurent Bavet.
Monsieur l'ambassadeur, Madame la ministre conseillère, Monsieur le consul général, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous compter en si grand nombre pour ce nouveau rendez-vous qui, je l'espère, deviendra vite traditionnel, rendez-vous donc de la conférence sur les travaux de l'Institut français d'archéologie orientale en 2016-2017. Je remercie Mohamed Bouabdallah et toute l'équipe de l'Institut français d'Égypte de nous accueillir dans son auditorium. Merci aussi à Mona Sabri, à Mariam Abdel Sattar qui assure la traduction arabe de ma présentation. Alors comme chaque année, l'activité de l'IFAO a été intense et très diversifiée tout au long de l'année écoulée. Cette activité ne serait bien sûr pas possible sans la collaboration étroite et le soutien du ministère des Antiquités. Je voudrais à cet égard adresser mes remerciements à Monsieur le ministre des Antiquités, le Dr Khaled El-Enani, au Dr Mostafa Amin, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, à Hani Aboulazm, puis au Dr Mohamed Ismail, directeur du département des missions étrangères et superviseur des comités permanents, et bien sûr à tous les responsables de secteurs, de zones, ainsi que les directeurs des différents musées et les équipes du ministère en général. Nos travaux ne pourraient pas non plus, et c'est important pour moi de le mentionner, se faire sans les financements alloués par notre tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international qui, à travers sa commission des fouilles, a contribué au financement de 11 programmes menés par nos équipes. Je voudrais enfin associer les mécènes privés ou sociétés françaises implantées en Égypte qui soutiennent depuis de nombreuses années nos activités, Vinci, Colas Rail, Total, Métro du Caire, Air Liquide, Saint-Gobain et M. Magdi Fadel. J'espère n'oublier personne. Les activités que je vais brièvement vous présenter sont menées par les personnels de l'IFAO et par les chercheurs des institutions partenaires. Au total, ce sont près de 450 chercheurs qui passent annuellement en mission par l'IFAO. Le cœur de la recherche est formé par les membres scientifiques, au nombre de 6 et nommés pour 4 ans. En 2015-2016, l'IFAO a accueilli une nouvelle membre scientifique, Marine Yoyot, docteur en égyptologie de la Sorbonne, qui développe un programme de recherche sur les ports fluviaux dans l'Égypte antique. 2 membres scientifiques à titre étranger ont également rejoint l'équipe. Massimiliano Nuzzolo, docteur en égyptologie de l'Université de Naples, pour travailler sur les temples solaires de la 5e dynastie, et Adam Mestian, professeur assistant à l'Université Duke, après avoir été à Oxford, puis à Harvard, et qui mène une recherche sur les politiques d'héritage dans l'Égypte ottomane du XIXe siècle. Un nouveau chercheur associé a été nommé pour 3 ans, le Dr Khaled Younes de l'Université de Sadat City, qui travaille sur les gouverneurs d'Égypte au début de l'époque islamique. Enfin, un nouveau collaborateur scientifique a été nommé, il s'agit du Dr Magdi Girgis, professeur d'histoire ottomane à l'Université de Kafr-e-Sheikh et à l'American University in Cairo, Magdi Girgis qui est très engagé notamment dans les séminaires de lecture de textes historiques et de documents d'archives en arabe à l'IFAO, à l'attention d'un public d'universitaires égyptiens. Les chantiers constituent bien sûr l'activité la plus visible de l'IFAO, de l'Institut, avec 27 chantiers répartis sur l'ensemble du territoire égyptien. Cette année encore, ils sont indiqués en rouge sur la carte, plusieurs chantiers n'ont pu être ouverts pour des raisons de sécurité. Il s'agit principalement des sites dans les oasis du désert occidental, les chantiers historiques de l'IFAO, à Balat, dans l'oasis de Dakhla, à Douche, dans l'oasis de Rarga, et à Baharia, ainsi que, pour des raisons évidentes, dans le Sinaï. Alors je ne vais bien sûr, et je vous rassure, pas détailler ici les travaux menés sur l'ensemble de ces sites, seulement donner un aperçu de la diversité des chantiers qui couvrent toutes les périodes de l'histoire de l'Égypte. Je vais commencer par le site, brièvement, de Tel el Iswid, qui se trouve dans le delta
oriental du Nil, dans la province de Sharqiya, et qui illustre les périodes de formation de l'État pharaonique. En l'espace d'un millénaire, entre 4000 et 3000 avant Jésus-Christ, l'Égypte est passée d'une société de type néolithique, composée d'agriculteurs plus ou moins sédentaires, parmi lesquels on ne distingue pratiquement pas de hiérarchie sociale. Et donc elle est passée pendant un millénaire de cette situation à une société complexe et extrêmement hiérarchisée, utilisant l'écriture et avec à sa tête un individu unique qui détient tous les pouvoirs, Pharaon. Ce sont les mécanismes de cette évolution fondamentale dans l'histoire de l'Égypte qui sont étudiés à Tel el-Isouid. À la base du site, dans les niveaux les plus profonds, datant de la première moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la culture matérielle est originale et propre au delta du Nil. On la retrouve sur d'autres sites comme à Bouto, dont nous venons de parler, à l'ouest, ou encore à Mahadi, dans la banlieue du Caire. Et puis vers 3500 avant notre ère, on voit apparaître de nouvelles formes d'habitat, des constructions en briques crues, associées à une culture matérielle différente, qui est une culture propre à la Haute-Égypte et que les égyptologues appellent culture de Nagada. On assiste donc sur ce site, au milieu du 4e millénaire, à une première unification culturelle, cette fois, de l'Égypte, avec l'adoption de traditions originaires du sud du pays. Ce n'est qu'environ 500 ans plus tard que se fera l'unification politique, cette fois du royaume, et l'adoption de l'écriture comme moyen de gestion qui marque le début de la première dynastie et l'entrée dans l'histoire égyptienne. À ce jour, Tel el-Isouid est le seul et le premier site où cette transition entre les cultures de Basse-Égypte et la culture de Nagada peut être étudiée à grande échelle par des dégagements extensifs de ces occupations. Il vient donc éclairer une phase de formation, la phase de formation de l'Égypte pharaonique. Le site de Wadi Jarf est aujourd'hui l'un des chantiers phares de l'IFAO, celui qui a le plus fondamentalement renouvelé notre connaissance de la première grande période d'apogée de la civilisation égyptienne, l'Ancien Empire. C'est aussi celui qui a apporté les découvertes les plus exceptionnelles. Wadi Jarf se trouve, vous le voyez sur la carte, sur la côte de la mer Rouge, à environ 100 km au sud du site d'Ain Sorna. Le site a été découvert une première fois au début du XIXe siècle, en 1823. Il a ensuite été redécouvert en 1956 par les pilotes français du canal de Suez. Mais personne, en réalité, n'avait compris la vraie nature du site. Les travaux menés depuis 2011 par l'équipe dirigée par Pierre Tallet de l'Université de Paris-Sorbonne et El Sayed Marfous de l'Université d'Asyut, sous l'égide de l'IFAO, ont montré qu'il s'agissait en fait d'un port, et ce port a fonctionné durant une période très limitée, sous le règne du roi Khéops, qui n'est autre, bien sûr, que le bâtisseur de la Grande Pyramide. Nous sommes sous la 4e dynastie, vers 2500 avant Jésus-Christ. Ce site servait de point de départ, comme à Ain Sorna qui vient de nous être présenté, pour des expéditions qui traversaient en bateau la mer Rouge pour se rendre au Sinaï. Juste en face de Jarf, les Égyptiens exploitaient le cuivre, qui était utilisé en grande quantité pour fabriquer les outils qui servaient aux chantiers et dans les carrières de la pyramide. Les travaux ont permis de découvrir une jetée aménagée dans la mer, vous en voyez une partie ici dégagée à l'écran, pour abriter les bateaux, vous le voyez mieux ici sur ce plan, donc abriter les bateaux servant à ces expéditions. Ce qui fait de ce port d'Ain Sorna le plus ancien port construit connu dans le monde. À proximité de la côte, un petit établissement avait sans doute une fonction administrative. On y a retrouvé 99 ancres de bateaux, vous les voyez au centre de l'image, qui avaient été entreposées au moment de la fermeture du site. Plus loin, dans le Wadi, dans la vallée sèche, une trentaine de galeries
ont été creusées dans les collines, comme à Ensorna, mais en plus grand nombre. Ces galeries servaient à entreposer les bateaux en bois de cèdre, qui étaient donc démontés et stockés dans ces galeries entre deux expéditions, ainsi que le matériel de navigation et les réserves, par exemple des jarres, pour conserver l'eau. C'est à l'entrée, les voici en plan, ces galeries, vous les distinguez ici, c'est à l'entrée de l'une de ces galeries qu'a été réalisée la découverte la plus remarquable du site, un lot de papyrus inscrits, là encore les plus anciens connus à ce jour en Égypte et ailleurs. Et parmi ces documents, abandonnés donc sur le site, figurait un journal de bord, inscrit donc sur papyrus, journal de bord d'un bateau, journal de bord daté de l'an 23, la dernière année connue du règne de Khéops. Ce journal de bord a été tenu par un personnage, l'inspecteur Merer, qui enregistrait au jour le jour l'activité de l'équipage et qui montre que ces marins n'allaient pas seulement au Sinaï depuis le port de Wadi Jarf, mais qu'ils transportaient aussi dans la vallée, avec leurs bateaux, des blocs de pierre destinés à la pyramide du roi, qu'ils transportaient depuis les carrières de Toura, où le calcaire était extrait, jusqu'au chantier de la pyramide sur le plateau de Giza. Le document note d'ailleurs qu'un soir, alors que le bateau est amarré au port de Giza, l'inspecteur Merer rencontre le noble Anchaef. Ce noble Anchaef, mentionné donc dans ces papyrus, est un prince royal bien connu, prince royal, fils donc du roi Khéops, mais aussi l'architecte de la Grande Pyramide. Il s'agit donc ici d'un document direct, d'un témoignage direct, tout à fait exceptionnel, de la construction du monument funéraire de Khéops, la Grande Pyramide. Ces papyrus de Jarf ont été restaurés et exposés au musée du Caire entre juillet et octobre 2016. Ils devraient être présentés de façon définitive au Grand Egyptian Museum, juste à côté des pyramides. On l'espère donc dans un avenir très prochain. Et je suis très heureux d'annoncer que moins de 4 ans après la découverte des premiers fragments, ces documents exceptionnels sont aujourd'hui publiés. L'ouvrage de Pierre Tallet, le journal de Merer, est disponible aux presses de l'IFAO. La traduction des papyrus et la synthèse des informations en version anglaise et en version arabe peuvent en outre être téléchargés librement sur notre site web. Plus au sud, Der el-Médineh est un chantier historique de l'IFAO. Sur la rive ouest du Nil, en face de Luxor, le vallon désertique, indiqué ici par un cercle rouge, a abrité le village d'une communauté d'artisans qui était chargée de creuser et de décorer les tombes royales de la vallée des rois et de la vallée des reines, où étaient enterrés, comme vous le savez, tous les pharaons du Nouvel Empire. Le village et son cimetière, que nous avons ici à l'écran, ont été entièrement fouillés par l'IFAO entre 1922 et 1951, sous la direction de Bernard Brouillère. Aujourd'hui, l'IFAO continue à étudier et à publier les monuments et les documents livrés par les fouilles. C'est ainsi, par exemple, qu'une étude des momies conservées dans la tombe numérotée 290 de la nécropole, sur le site donc de Der el-Médineh, l'étude par Anne Austin a révélé plusieurs corps de femmes portant des tatouages. Vous en voyez quelques exemples ici sur la gorge de la momie et sur l'avant du corps, ou également sur l'omoplate, ici révélée par les rayons X. Cette pratique était connue par des représentations, mais n'avait jamais, ou en tout cas très rarement, été attestée par l'archéologie. Sur ce site, nos équipes conduisent aussi des restaurations dans le temple construit par les Ptolémées. Vous en avez un exemple ici avec des chapelles en cours de restauration, dans le village et dans les tombes des ouvriers, avec toute une série de monuments en cours de restauration.
Notamment, un grand chantier de restauration est engagé sur la tombe TT 216 de Néferhotep, un personnage qui fut chef de l'équipe durant la 19e dynastie. En 2016, plusieurs tombes du site ont été aménagées en coopération avec le ministère des Antiquités et sont désormais ouvertes au public. Je vous montre ici l'aménagement donnant accès, l'escalier donnant accès à 3 tombes qui sont donc ouvertes au public, 3 tombes connectées entre elles qui appartiennent à 3 artisans de la même famille à l'époque ramesside. Et vous avez l'exemple de l'un de ces caveaux ici, particulièrement richement décoré et dans un état de conservation tout à fait étonnant. Dans le delta du Nil, nous remontons la vallée. L'IFAO et l'Université de Paris-Ouest Nanterre étudient depuis de nombreuses années le site de Taposiris Magna, à Bourg el Arab, 45 km à l'ouest d'Alexandrie. Les travaux menés depuis 1998 sous la direction de Marie-Françoise Boussac se concentrent aujourd'hui sur la fouille d'un complexe de thermes byzantins situé dans la ville moyenne. Cette étude, en cours encore actuellement, s'inscrit dans un vaste programme de recherche financé par l'ANR sur les bains et les installations thermales de l'Antiquité. C'est le programme Balnéorient, mené avec de nombreux partenaires comme l'IFPO de Beyrouth et qui a fait l'objet d'un ouvrage collectif en 4 volumes regroupant 61 études publiées à l'IFAO en 2014. Une deuxième monographie est au stade des épreuves et sortira donc bientôt. Depuis plusieurs années, l'essentiel de l'activité de la mission se porte sur le site voisin de Kom el Nougus, l'ancienne Plintine. Les travaux les plus récents montrent que sur une grande partie du site, les niveaux directement accessibles datent de l'époque saïte, donc la 26e dynastie, au 7e siècle avant notre ère. Cette époque est une époque qui est marquée par l'ouverture de l'Égypte sur le monde méditerranéen, et la fouille livre effectivement en grande quantité du matériel, notamment céramique, importé de Grèce, céramique fine, amphore, etc. Le site offre la possibilité, rare en réalité en Égypte, d'étudier à nouveau en extension une ville de cette époque saïte, une ville en lien étroit avec le monde grec. La poursuite de la fouille sous la direction de Bérengère Redon promet de renouveler notre connaissance de cette époque et notamment de l'idée de monopole sur le commerce grec qu'auraient eu des villes comme Naucratis ou Héraclion. Parmi les découvertes remarquables de 2016, je retiens ce fouloir. Ici, vous en avez le plan et peut-être de façon plus parlante cette très belle photo. Un fouloir, donc, conservé presque entièrement avec sa cuve dans laquelle le raisin était foulé au pied pour en extraire le mou et fabriquer le vin. Il s'agit en fait du seul exemple complet connu dans la documentation d'époque pharaonique et vraiment très similaire à ce que l'on connaît sur les représentations des tombes, par exemple. Vous en voyez ici une illustration tout à fait similaire à l'exemple de Plintine, même s'il date de quelques siècles plus anciens du Nouvel Empire. Enfin, un dernier site, très brièvement, est celui de Bawit, à 80 km au nord d'Assiout, en Moyenne-Égypte, où l'IFAO fouille avec le musée du Louvre le monastère copte d'Apollo, l'un des plus grands et des plus importants de Moyenne-Égypte. Les fouilles se concentrent sur l'église D, une vaste basilique à 3 nefs, construite au début du 7e siècle et encore en usage au début du 9e siècle, comme en attestent des découvertes telles que cette stèle datée de 802 de notre ère. Les 2 dernières campagnes, en 2016 et 2017, ont presque entièrement achevé le dégagement de ce bâtiment. En parallèle se poursuit la restauration notamment de très belles peintures murales que vous voyez là à l'écran et découvertes au cours de campagnes plus anciennes. Alors, en lien avec l'activité de terrain, je voudrais rapidement évoquer maintenant les développements récents des techniques de documentation et d'enregistrement des données qui sont mises en œuvre sur les chantiers de l'IFAO. Grâce à un mécénat de la firme Dassault Systèmes, le topographe Olivier Onésime et le photographe Gaël Paulin de l'IFAO donc, ont généralisé l'utilisation de la photogrammétrie. À partir de photographies et de quelques points de contrôle topographiques,
on est en mesure, vous l'avez à l'écran, de produire un modèle 3D extrêmement précis. Et ce qui nous intéresse, de ce modèle, texturé par les photographies, extraire des images orthonormées, c'est-à-dire des photographies, corriger des déformations qui sont produites par la perspective et par les optiques utilisées par les appareils photo. Vous voyez donc ici l'extraction, la projection de l'une des parois de cette tombe thébaine numéro 33, étudiée en ce moment par l'IFAO. On obtient donc des documents, vous voyez, extrêmement précis, qui augmentent considérablement la qualité de la documentation et la vitesse de réalisation sur le terrain. Voici l'exemple de cette paroi. Nous allons zoomer sur la partie droite de la paroi. Vous voyez, nous rentrons dans l'image, toujours extraite à partir de cette image 3D. Et vous voyez le petit carré ici d'une simple figure où l'on peut aller zoomer jusque sur une figure extrêmement précise qui mesure quelques centimètres de haut. Donc, qui nous permet d'atteindre une documentation extrêmement précise et à partir de cela, de réaliser des relevés graphiques notamment. Je ne peux évidemment pas présenter l'ensemble des chantiers menés en 2016. Ces chantiers ne sont par ailleurs qu'une partie de l'activité scientifique menée à l'IFAO, qui développe aussi une vingtaine de programmes de recherche hors chantier archéologique. Ces programmes se traduisent par des missions d'études, par des rencontres scientifiques, colloques, tables rondes, journées d'études. Et une évolution notable au cours des dernières années a été l'ouverture vers les périodes récentes de l'histoire de l'Égypte jusqu'au contemporain, avec des programmes de recherche sur les archives privées dans l'Égypte ottomane et contemporaine, par exemple, ou encore l'action des missions chrétiennes en Orient au XIXe et XXe siècle, pour ne prendre là encore que deux exemples. Il ne s'agit pas ici directement d'archéologie et je n'entrerai pas davantage dans le détail. La bibliothèque. La bibliothèque de l'IFAO se trouve au cœur des activités de recherche. Elle est riche d'environ 90 000 volumes et compte dans le domaine de l'égyptologie et de la papyrologie parmi les meilleurs au monde et la plus complète en Égypte. Ouverte aux chercheurs de l'IFAO et aux intervenants des programmes de recherche, elle l'est aussi aux chercheurs extérieurs, principalement égyptiens, étudiants égyptiens et collègues, à partir du niveau de master. Dans nos domaines de référence, l'égyptologie et la papyrologie, notre ambition est l'exhaustivité. Chaque année, ce sont environ 2000 volumes supplémentaires qui viennent enrichir ce fonds de bibliothèque essentiel. En mars 2016, Agnès Maquin a remplacé Philippe Chevran comme conservateur de la bibliothèque. Publier les résultats de la recherche pour les mettre à la disposition de la communauté scientifique est également une mission essentielle et même première de l'Institut. Depuis 1898, l'IFAO possède sa propre imprimerie installée dans les jardins du Palais Mounira. L'outil a suivi au fil des années et des décennies les évolutions techniques de l'imprimerie et dispose, ici une presse offset qui fonctionne encore aujourd'hui, mais dispose depuis 2011 de 2 presses numériques qui ont donc remplacé les impressions offset et au plomb plus anciennes. Au cours de l'année 2016 et depuis janvier 2017, 22 ouvrages sont sortis des presses de l'IFAO. Vous en avez un échantillon ici. Parmi ceux-ci, on retiendra particulièrement, dans l'ordre d'apparition, la publication des céramiques d'Istablantar, la première capitale fondée par Amr ibn Elas, fouillée par l'IFAO depuis plus de 20 ans. La publication également du rapport archéologique des galeries de bateaux d'Ain Sorna, présenté par Claire Somalino avant mon intervention. Le beau volume sur la cachette de Karnak, édité par Laurent Coulon, en coédition avec le ministère des Antiquités. Ou encore la chapelle d'Hathor de Der el-Bahari, à Luxor, donc par Nathalie Beau. Et puis enfin, un beau livre, Instantané d'Égypte, trésor photographique de l'Institut français d'archéologie orientale, un beau livre donc dans lequel sont reproduites 185 photographies conservées dans les archives de l'IFAO, des images de la vie
des chantiers archéologiques, souvent anciennes, qui donnent une autre image, une image parfois intime de l'activité des chercheurs de notre maison. Et puis bien sûr, les revues internationales publiées chaque année par l'IFAO, le bulletin de l'IFAO, l'une des principales revues d'égyptologie qui est éditée chaque année depuis 1901, le volume 115 comprend 17 articles scientifiques. Autre revue, les Annales islamologiques pour les études arabes, qui en sont à leur 49e livraison cette année. Le bulletin de la céramique égyptienne, la seule revue dédiée à ce sujet, et enfin, publié en coopération avec l'IFAO depuis 2015, les mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales, nos collègues donc situés ici au Caire. L'IFAO a d'ailleurs résolument pris le tournant de l'édition numérique. Il faut rappeler que tous les volumes anciens des annales islamologiques et du BIFAO sont disponibles en ligne sur notre site web au format PDF et donc téléchargeables librement. Mais depuis 2016, une première revue, le Midéo, est publiée directement en ligne et en accès gratuit sur la plateforme Open Edition, plateforme qui abrite près de 450 revues scientifiques. Les annales islamologiques suivront cette année, puis le BIFAO en 2018. Dans les prochaines années, les monographies passeront également à l'édition numérique. En s'adaptant aux évolutions technologiques, l'IFAO reste aujourd'hui l'une des plus importantes maisons d'édition en égyptologie, en études coptes et arabisantes. Dans le domaine du numérique encore, l'IFAO est partenaire d'un projet initié par la Bibliothèque nationale de France, qui vise, avec 6 autres bibliothèques françaises implantées en Orient, dont le CE Alex et l'IDEO, l'Institut dominicain en Égypte, à numériser une sélection de documents patrimoniaux conservés dans leurs collections respectives, à les valoriser scientifiquement en proposant un contenu éditorial et à les mettre en ligne sur un portail dédié, intégré à la bibliothèque numérique en ligne de la BNF, le portail Gallica. Ce sera, on l'espère très bientôt, le portail des bibliothèques d'Orient. Dans ce cadre, l'IFAO a notamment entrepris de numériser l'ensemble de ses publications épuisées, plusieurs centaines de volumes, et l'ouverture de ce portail est prévue en septembre 2017 avec une première série de documents mis à disposition dès cette date, Inch'Allah. Dans le domaine de la formation aussi, l'activité a été particulièrement intense et diversifiée. En 2016-2017 s'est déroulée la 3e session de la formation professionnalisante à l'archéologie de terrain, créée en 2014 en partenariat avec le ministère des Antiquités, avec le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie. Cette formation s'adresse aux maîtres assistants, aux maîtres de conférences des universités égyptiennes et aux inspecteurs du ministère des Antiquités. Elle se déroule en 2 temps. D'abord, les 12 stagiaires ont suivi dans les locaux du Palais Mounira un total de 60 heures de cours théoriques qui devaient établir un socle commun de connaissances des différents domaines de l'archéologie de terrain, la stratigraphie, la topographie, l'archéozoologie. Puis les stagiaires ont été accueillis sur une formation pratique sur différents chantiers de l'IFAO. Ce programme rencontre un beau succès. Il s'inscrit dans les efforts déployés par le ministre des Antiquités, le Dr Khaled El Enani, qui a fait de la formation des employés du ministère une priorité. Comme les années précédentes, l'IFAO a organisé durant l'année écoulée une série de workshops à destination des universités égyptiennes et du ministère des Antiquités encore, des workshops Practical Egyptology, des ateliers de céramique islamique à l'inspectorat de Fustat, au musée d'art islamique, ainsi qu'un séminaire d'études des textes funéraires de l'Égypte ancienne. Je ne les cite pas tous, vous les avez ici à l'écran. Régulièrement, les chercheurs de l'IFAO se déplacent aussi dans les universités égyptiennes pour des workshops de méthodologie de la recherche en 2016 et en 2017 à Alexandrie, à Minya, à Assouan et au musée du Caire.
Ces activités sont organisées avec l'aide des chercheurs associés, des collaborateurs scientifiques de l'IFAO, et je voudrais mentionner spécialement ici, pour le remercier, le professeur Hassan Selim, qui en est la cheville ouvrière. Enfin, une nouvelle formule inaugurée en 2016 et qui va en être déjà très bientôt à sa 3e édition est une académie hiératique organisée à l'initiative d'Anigas et Florence Albert. Durant une semaine, un groupe de 6 étudiants avancés, français et égyptiens, étudie sous la conduite de plusieurs spécialistes un ensemble de documents écrits en hiératique, donc la forme cursive de l'écriture hiéroglyphique, de monuments, de documents donc conservés dans les collections de l'IFAO. Il s'agit principalement d'ostracas littéraires provenant du site de Deir el-Médineh. Un effort particulier a été porté cette année sur l'ouverture au public, l'ouverture vers le grand public. Les conférences, bien sûr, de l'IFAO continuent à présenter à peu près chaque mois l'actualité de la recherche par les chercheurs de la maison et par les collègues de passage ou les invités, chercheurs invités. Mais un nouveau cycle de conférences mensuelles a été créé en février 2016, le cycle Midan Mounira, qui est organisé conjointement par l'Institut français d'Égypte, l'IFAO, le CEDEJ et l'IRD, c'est-à-dire les 4 institutions de recherche françaises implantées dans le quartier de Mounira. Les conférences animées par des grands spécialistes français, égyptiens et étrangers proposent à un large public, grâce comme aujourd'hui à la traduction simultanée en arabe, d'aborder les questions liées au bouleversement que connaît le monde arabe dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Plus récemment, c'est un cycle de conférences consacré aux travaux archéologiques français en Égypte qui a été inauguré, toujours en partenariat avec l'Institut français d'Égypte. Les rendez-vous de l'archéologie proposent de découvrir l'actualité des chantiers archéologiques français présentés par les directeurs de mission. Plusieurs conférences sont déjà prévues pour la rentrée. La première a eu lieu il y a quelques jours seulement ici même. Dans le même esprit d'ouverture vers le public, l'IFAO offre depuis le mois de février 2017 un cycle de cours d'égyptologie destinés aux amateurs intéressés. Ces cours sont assurés par une membre scientifique de l'IFAO, Marie-Lise Arnett, docteur en égyptologie, ancienne conférencière de l'école du Louvre, et ils permettent à chacun de suivre un enseignement de qualité et abordable sur la civilisation pharaonique. Le premier cycle de cours était consacré à l'Ancien Empire et il se poursuivra à partir du mois de septembre avec le Moyen et le Nouvel Empire. Enfin, l'IFAO a ouvert en avril 2016 sa page officielle sur Facebook, un moyen devenu incontournable aujourd'hui en Égypte, qui nous permet de diffuser plus facilement l'information sur nos différentes activités. Vous êtes déjà 3800 à peu près à nous suivre et je vous invite à nous y rejoindre pour suivre les activités de l'IFAO durant l'année à venir. Je vous remercie. Merci infiniment Laurent Bavet. Bravo à vous et à tous vos collègues pour ces travaux impressionnants. Merci beaucoup Claire Somalino, Madame. Il y avait Christophe Thiers, il y avait Pascal Ballet et Christian Leblanc. J'ai oublié personne. Merci beaucoup à eux. Je vous invite maintenant à profiter de l'exposition du Centre d'études Alexandrine qui est exposée à l'extérieur. Et l'Institut français d'Égypte et l'Institut français d'archéologie orientale vous invitent d'ores et déjà en mai 2018 pour la journée de l'archéologie, donc qui vous retracera tous les travaux de l'année 2017. Donc bonne soirée à tous.